Natacha, alors je te redis en suédois « Hej ». Hey. Tu te rappelles? C'est un plaisir de te retrouver et un grand merci à la Maison de la Littérature de nous offrir généreusement ces locaux et à l'AIEQ de nous permettre de nous retrouver de nouveau. Et cette Maison de la Littérature, Natacha, a un motto que j'aime bien et j'aimerais que tu le commentes. Maison de la littérature, écrire, lire, vivre. Est-ce que c'est, à ton avis, un bon motto? Est-ce que c'est un motto que toi, tu suis? Est-ce que pour toi, écrire, lire et vivre, c'est relié? Mais je pense absolument dans le sens que je pense que l'écriture fait partie de ma vie dans Oui. tous les sens et dans toutes ses Oui. formes aussi. Même si j'écris pas, je suis quand même en train de réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie d'écrire. Puis si je danse, si je chante, pour moi, c'est encore continuer d'écrire, même si c'est pas l'acte d'écrire quand même. Ensuite, les performances et tout ça, c'est toute la continuité de faire vivre quelque chose qui nous fait vivre aussi. Tu sais, moi, je vis de ça carrément. Puis je pense que pour la Maison de la littérature, qui est un lieu unique au Québec, je pense, Oui. c'est un motto assez parfait dans le sens qu'il y a cette salle-là, le théâtre, il y a la bibliothèque, il y a de l'espace pour faire qu'est-ce qu'on veut, l'espace pour vivre aussi la littérature, je pense. Donc, je trouve ça assez parfait. Puis ça permet de se dire, OK, c'est sûr, ça semble large au départ, mais quand on comprend qu'est-ce que la Maison de la littérature est capable de faire, même avec les résidences d'écrivains, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Vivre la littérature de toutes ces façons. Donc, tu vis la littérature. Et tu es un bel exemple de vivre et de bien vivre la littérature et de la transmettre. Tu te rappelles, tu étais venu à Stockholm. On est en train de calculer, je pense que c'était presque 10 ans de cela. C'était en 2016, je pense. 10 ans? 10 ans peut-être, presque 10 ans, presque 10 ans. C'était pour ton recueil Bleuet, abricot et bleu. 5 ans. 5 ans. Je n'ai jamais été douée en maths. Mais à l'époque, tu étais venue dans mon territoire. Dans mon territoire nordique et scandinave. Et aujourd'hui, en fin de compte, je suis dans ton territoire. Alors, est-ce que tu pourrais me parler de ton territoire? Qu'est-ce que c'est pour toi d'être au Québec? Comme pour moi, quand je t'ai parlé de qu'est-ce que c'était pour moi d'être en Suède. Mais aujourd'hui, 5 ans plus tard, carrément, ça peut vraiment vouloir dire plein de choses, être au Québec présentement. Surtout être autochtone au Québec en ce moment. C'est les premières choses qui me viennent en tête, comme dernièrement, ce qui est... En tout cas, je pense beaucoup politiquement quand tu me poses cette question-là. Oui. C'est vraiment par rapport non seulement aux personnes trans, non-binaires et intersexes, dont les droits pourraient être bafoués prochainement avec un nouveau projet de loi du gouvernement, mais aussi par rapport à tout ce qui s'est passé après Joyce Echaquan l'an dernier, dont sa mort a vraiment... frapper tout le Québec en entier, et pas seulement les Autochtones, mais aussi même les Québécois de toutes les origines. Et aussi, c'est sûr, côté canadien, il y a tout ce truc de vérité-réconciliation. La première journée vérité-réconciliation qu'on vient de passer le 30 septembre dernier. Donc, pour moi, présentement, être au Québec, c'est vivre un peu avec... C'est drôle parce que le gouvernement Legault, dernièrement, jouait beaucoup sur les mots. Il y a des mots qu'il ne veut pas dire, il y a des définitions qu'il ne veut pas donner sur certains mots, alors que nous, on est capable de les donner. Et c'est dur dans le sens qu'en étant écrivaine, en plus, c'est d'accorder autant une importance aux mots, puis aussi, côté de la psychologie, quand il faut nommer certains éléments, certains enjeux pour être capable d'avancer dans le traitement ou la résolution d'un problème. Et donc, de refuser de nommer le racisme systémique, par exemple, c'est une grande problématique pour moi, à mon sens.
Et autrement, être écrivaine, justement, c'est être écrivaine autochtone au Québec, c'est être confrontée à ce qui se passe politiquement présentement. Au niveau, par contre, des gens, du peuple, il y a comme aussi un grand changement qui se passe. Michel Jean vient de publier son dernier roman dans les derniers jours, en octobre 2021, qui s'appelle Tiohtià:ke, où il parle vraiment d'une nouvelle réalité qui est... une nouvelle réalité dans ses romans à lui, là, qui est celle de l'itinérance autochtone. Donc, il y a quand même, du côté autochtone, il y a quand même une effervescence dans la littérature, je pense. Moi, je suis sur le point de publier mon premier roman aussi, qui va être ma 6e publication à vie. Et donc, tu arrives chez moi. J'arrive chez toi. Dans une drôle d'époque, je dirais. Mais sinon, je pense que pour la littérature, mais aussi pour la population, on est en train vraiment d'être dans un moment assez charnière et de grands changements. Et je pense que d'ici cette année, où je sais qu'il va y avoir beaucoup nouveaux écrivains autochtones qui vont publier, d'ici les prochaines années, ça va être toute une nouvelle reconfiguration, je pense, des relations. Et donc, moi, en ce moment, c'est d'observer ça. De rester calme le plus possible, mais aussi d'imaginer le futur. Je pense que je suis beaucoup en train d'imaginer le futur présentement. Oui, et je comprends, observer est important, parce que parfois il y a ce tintamarre médiatique qui fait que l'on étiquette les personnes. Et trouver le mot juste, comme tu le dis, la nécessité de trouver les mots justes, parce que tu es écrivaine, autochtone, et il n'y a pas de justification à faire. Hein, on est d'accord. Je t'ai apporté un petit peu d'objets de Suède. Ah ouais. Pour qu'on parle un petit peu des objets. Parce que j'ai songé à ça parce que dans ton texte, j'aime beaucoup N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures. C'est un de tes recueils que j'aime beaucoup. Il me touche beaucoup, ce texte. Et ce qui me touche, c'est dans... enfin, tu connais ton texte, mais c'est à la page 19, le territoire où j'aimais me taire, enfouir mes doigts transis, parcourir la souche de tes cheveux longs, mon indompté, mon farouche animal. Et tu reparles le territoire où j'aimais je me taire. Et tu parles d'un territoire à l'imparfait. Et là, le territoire dont tu me parles, c'est ton futur territoire. Est-ce que tu regrettes ce territoire que tu aimais, le territoire que tu aimes ou que tu aimeras, comment va-t-il être? Pendant que tu posais la question, j'ai eu le temps de réfléchir puis de faire un lien. Oui. Non, mais prends ton temps. C'est fou parce que c'est une très bonne question dans le sens que c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était comme une volonté de retrouver un territoire que j'avais perdu et je ne l'avais pas nécessairement complètement retrouvé à ce moment-là. Ouais. Oui. Puis maintenant, je l'ai retrouvé et les années passent et j'ai l'impression quand même que justement quand il y a comme comment on dit ça, des résistances politiques, surtout par rapport non seulement au territoire physique, mais au territoire imaginaire. Il y a comme un sentiment de je viens de reprendre ce territoire-là, je suis en train de le reprendre, et on veut encore comme en garder un grand bout et ne pas me laisser faire ce que je veux avec ce territoire-là. Et quand je dis cette phrase-là, ça peut avoir tous les sens, autant physique qu'imaginaire, qu'intellectuel. Donc, on ne veut pas me laisser la chance de continuer mon travail si on ne veut pas, justement, en tout cas, nommer les choses sur lesquelles je travaille. T'sais. Mais c'est un grand bout. Mais quand je parle justement de territoire que j'imagine, c'est vraiment celui où, présentement, je suis beaucoup depuis un an, surtout là, depuis le décès de Joyce Echaquan, c'est que je vois qu'est-ce qu'on est capable de faire, le potentiel qu'on a en tant que population, en tant que nation qui partage le même territoire, c'est d'être capable de permettre à n'importe qui d'avoir des soins équitables en santé simplement. En plus, c'est des droits fondamentaux de la santé de la personne. Et je suis dans cette perspective-là, dans ce questionnement, et je me dis qu'est-ce qu'on est capable de faire? C'est de vivre ensemble très bien, de construire des initiatives entre communautés, entre villes. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut atteindre ce territoire-là? Et depuis longtemps, moi, j'ai beaucoup évolué dans des réflexions environnementales,
environnementaliste, beaucoup plus dans les dernières années. Je suis beaucoup moins dans l'activisme environnemental parce que je suis convaincue qu'il faut aussi travailler sur les idées pour parvenir à reconvaincre les gens de reprendre conscience du territoire pour pouvoir en prendre soin. Donc, il faut travailler sur le territoire des mots avant d'arriver vraiment à une réelle protection et de préservation des territoires. Tu sais. Et il y a des gens sur le terrain qui font déjà ce travail-là, d'activisme et tout ça. Et je me dis, mais je vais retourner en arrière, derrière les troupes, puis je vais aller travailler sur le fond. Tu sais. Et donc, j'essaie de contribuer même au mouvement écologiste à ma manière, de cette façon-là, avec les mots. Même si ça peut être contradictoire avec les livres, avec le papier, tu sais, mais surtout avec la parole, notamment, parce que justement, c'est de pouvoir voyager et transmettre les pensées autochtones ou les philosophies autochtones, c'est une façon de contribuer encore. Et donc, je pense qu'en faisant ce travail-là, je peux éventuellement arriver à cette conscience-là, de permettre cette conscience, contribuer à permettre cette conscience environnementale d'être en lien avec le territoire. Et ça passe d'abord par une réflexion, donc par fournir en fait des mots pour la réflexion. Oui, des mots et aussi des dialogues, parce que tu es une personne telle que je te connais qui va vers l'autre et qui discute, qui entre en dialogue. Et c'est la seule façon de faire changer les idées, en utilisant les mots. Ouais, mais avant le dialogue, souvent, c'est d'arriver et c'est de venir parler d'une réalité dont les gens ne sont pas nécessairement conscients ou vont avoir des informations plutôt imprécises à ce sujet. Et le but, c'est d'être dans la conscientisation, la sensibilisation aussi des fois. Mais juste de donner les informations, ça peut conscientiser les gens. Et je trouve que maintenant, par rapport à la conscientisation, on est beaucoup moins dans une... J'ai l'impression, en tout cas dans les gens que je rencontre au quotidien, comme on en parle beaucoup médiatiquement, justement, depuis quelques temps, les Autochtones, mais aussi avec Black Lives Matter, ce qui s'est passé l'an dernier avec George Floyd. Plein de choses maintenant laissent les gens comme... C'est toujours des portes ouvertes, je pense, qui s'ouvrent dans les journaux, mais on ne va jamais profondément. Et souvent, justement, je pense que... Des fois, je ne vais pas nécessairement vers l'autre par intuition, mais quand on ouvre la porte, ben, je suis là pour répondre avec les informations que j'ai. C'est ouvrir la porte et dire entrez et... Oui, j'ai plein de choses à vous dire. J'ai des tas de choses à vous dire. J'ai des tas de choses à vous dire. Tu sais, des tas de choses à vous dire autour justement d'une tasse. Tu vois, ça, c'est une tasse suédoise que tu vas avoir. C'est pour le fameux fika suédois, le lieu de discussion. Ah ouais. Ça va être ta tasse. Ah ouais. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Moi, je vais mettre du thé du Labrador. Du thé du Labrador? Ouais. Alors, pourquoi du thé du Labrador? Explique. Parce que quand on prend le thé, moi, j'aime ça boire du thé du Labrador. Sinon, il y a aussi le thé noir, mais le thé du Labrador, c'est aussi une médecine. Ça aide à nettoyer les toxines, mais aussi c'est comme une sorte, si je ne me trompe pas, une sorte d'antioxydant. Mais aussi, ça aide pour les rhumatismes et tout ça. Ça aide au quotidien à se sentir bien. Puis surtout, après une longue journée de travail, ça aide vraiment comme un peu à apaiser les muscles aussi. Donc, ça permet toutes sortes de choses. De Labrador. Et qu'est-ce que tu vas... Alors, si tu étais avec moi en Suède, je te ferais goûter un sandwich au suovas. Ah ouais? Tu sais ce que c'est? Non. C'est de la viande de renne séchée Sam. Ah oui, je voyais comme sur l'étiquette des motifs Sami. Donc, quand tu reviendras en Suède, j'aimerais que tu rencontres les auteurs du nord de la... Absolument. Du nord de la Suède. Je t'ai laissé le descriptif pour que tu puisses t'orienter. Ok, parfait. Et j'aimerais aussi... si tu me lis un petit passage de ta poésie... Tu vas me laisser un cadeau. Voilà. C'est comme ça que ça marche avec Françoise. Je te donnerai ce petit réflexe. Tu sais à quoi ça sert un réflexe? Non. Alors, pendant que tu vas chercher le texte que tu vas lire, pour terminer, je vais te dire pourquoi je te donne ce réflexe. D'accord. Le réflexe, c'est pour que tu sois visible dans l'obscurité et dans les ténèbres. Ah. Et on est peut-être dans une période de ténèbres, pas seulement climatique, mais sociétale. Et avec cela, tu vas être visible.
Ah oui, ok, c'est bien. Donc, chaque Merci. fois que tu l'auras, et il est marqué, c'est super important et sympa que tu sois visible. Super, merci beaucoup. Voilà. Ça a l'air d'un petit dinosaure en Oui, plus. je crois que c'est un petit dinosaure. Oui. Fait, quand tu disais réflexe, je me disais, est-ce qu'elle veut dire T-Rex? Oui, oui, alors réflexe, c'est le mot suédois. Je pense qu'on dirait Réflexen. je sais, Comme quelque chose qui réfléchit. qui réfléchit, un Ouais, c'est réflecteur de lumière. Ouais. Mm. Mais c'est bien, j'aime l'idée que tu me donnes un réflexe en pleine ténèbres. Natacha, développe tes réflexes. Ça, c'était mon préféré, c'est toujours mon préféré. Est-ce que tu veux que j'en lise beaucoup ou que je lise un poème? Lis un poème. Ok. Lis un poème. Oui, parce qu'on est limité. Ok. Lis un poème. Mais prends ton temps. Trop longtemps, j'ai porté mon canot en des forêts citadines. Mon pays m'appelle, mon pays me revient. J'achève mon exil pour un retour tremblant. Encore un, d'accord. Mais celui-là, c'est vraiment mon préféré. Je me rappelle l'avoir écrit tel quel, puis je l'ai gardé tel quel, en fait. Donc, c'est un petit secret. Elle devait marcher, continuer la route, remonter la côte, la vieillesse rude. Chobdejia, j'ai vu pour toi des loups courant la berge des nuits craintives. Tes angoisses caribous dévorées de fin du monde, les marées de ta tradition se bousculent alors, illuminées d'aubes nouvelles, d'or, ndede, au bois mon melomendo, nantem nogomo. Tchbédois, j'ai noyé ma peine, géante solitaire des contes épouvantes, Onaman mutilé aujourd'hui. Merci. Rien, Merci, Natacha. Un grand merci et on va continuer notre route en commun. Absolument. Merci à toi. Merci à toi.